Entamons directement avec un petit casse-tête. 4 cavaliers sur un morceau d'échiquier. L'objectif est d'obtenir la position où les cavaliers blancs ont pris la position des noirs et réciproquement. Vous avez le droit de déplacer les pièces une par une avec les mouvements classiques et dans ce problème, il est parfaitement autorisé de jouer plusieurs fois d'affilée la même couleur. Vous pouvez essayer quelques instants et constater que ce n'est pas du tout trivial. Maintenant, considérez cet autre problème du même genre. On y trouve aussi des pièces, symbolisées ici par des cercles noirs et blancs, qu'on est également autorisé à déplacer sur les points directement voisins connectés par des traits à leur position. L'objectif est également d'intervertir la position des noirs et des blancs. Ce problème semble beaucoup plus simple. On dispose d'une sorte de voie de garage latérale dans laquelle on peut stocker une pièce le temps de manipuler les autres, ce qui permet assez facilement d'atteindre notre objectif. Les plus malins d'entre vous auront deviné la suite. Ces deux problèmes sont en fait deux représentations différentes de la même chose. Si vous représentez les cases à gauche par des points, reliés entre eux les points à un mouvement de cavalier l'un de l'autre, vous obtenez un réseau qui dans sa vue dépliée vous donne le problème de droite. Un exemple qui nous montre comment un changement de perspective pour extraire l'essence abstraite d'un problème peut drastiquement changer la compréhension qu'on en a et très vite aboutir à une solution qu'on aurait pu, sans méthode, chercher beaucoup plus longtemps. L'objet de la théorie des graphes en mathématiques est d'étudier de telles structures abstraites formées de sommets ou de nœuds dont certains sont reliés par des arêtes. Les règles précises se déclinent en différentes saveurs en fonction des domaines. Il est parfois autorisé d'accepter plusieurs arêtes sur un même couple de nœuds, parfois non. Les arêtes peuvent avoir une direction ou non, on parle alors de graphes orientés et de ces arcs. Et ces structures peuvent être habillées d'informations supplémentaires comme des quantités ou des labels sur les sommets, les arêtes ou les deux. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux résultats et aux concepts fondamentaux autour de ces structures. Attention à ne pas confondre un graphe avec sa représentation ou son dessin. En mathématiques, le graphe c'est la structure abstraite relationnelle et non une de ses représentations. Ici, vous voyez deux représentations du même graphe. Si on déclare qu'il s'agit du même objet, c'est parce qu'il est possible de déplacer les nœuds de la première représentation pour obtenir la seconde. Une des questions centrales dans ce domaine de la théorie des graphes est justement de pouvoir identifier lorsque des graphes représentés différemment, que ce soit graphiquement ou symboliquement, sont en fait un seul et même graphe. Dans ce but, on peut faire appel à certains invariants ou se focaliser sur les propriétés structurelles qui ne dépendront pas de la représentation choisie, comme par exemple l'étude des symétries internes. Si vous prenez par exemple ce graphe, composé de seulement 3 nœuds et de 2 arêtes, on peut constater certaines symétries. Certains nœuds jouent le même rôle que d'autres, comme ceux aux extrémités de la chaîne, et d'autres des rôles différents. Le sens rigoureux que l'on met derrière cette expression « jouer le même rôle » se base sur une idée de correspondance. On tente de projeter les éléments qu'on prétend avoir le même rôle l'un sur l'autre, tout en trouvant une manière de faire correspondre l'intégralité du reste. On parle ici d'automorphisme. Seriez-vous capable de trouver un graphe dans lequel tous les nœuds jouent le même rôle, mais pas toutes les arêtes? Je vous invite à faire pause pour y réfléchir. En voici un. Vous pouvez le visualiser plus intuitivement en 3 dimensions, comme les sommets et les arêtes d'un prisme à base triangulaire équilatérale. Représenté ainsi, il devient évident que vous pouvez manipuler le prisme pour mettre n'importe quel sommet sur n'importe quel autre, tout en superposant tout le reste. Mais pour les arêtes, c'est différent. Il y a celles qui font partie de cycles de taille 3, autour des bases, et celles qui n'en font pas partie. Une différence structurelle qui assure bien ici que toutes les arêtes ne jouent pas le même rôle, ou plus techniquement qu'il n'y a pas toujours d'automorphisme en voyant une arête en particulier sur une autre en particulier. Si on se pose la question inverse, un graphe où toutes les arêtes jouent le même rôle mais pas tous les nœuds, notre premier exemple convient. Mais cette distinction des rôles des sommets est ici très locale, il suffit de compter leurs voisins directs. Le nœud central en a 2, les autres un seul. Que se passe-t-il si on cherche un graphe où toutes les arêtes jouent le même rôle, pas tous les nœuds, mais où on impose que le graphe soit régulier, c'est-à-dire que chaque nœud ait le même nombre de voisins? Il se trouve que de tels graphes existent, on parle alors de graphes semi-symétriques. Pour construire un exemple de tel graphe, partons du graphe complet à 5 sommets, chacun connecté à tous les autres.
On va ensuite diviser chaque arête en deux en y ajoutant un nœud intermédiaire, puis on va dupliquer les nœuds initiaux en assurant que les clones aient les mêmes voisins que le nœud dont ils sont issus. On obtient ainsi le graphe de Folkman. C'est le plus petit exemple de graphe régulier, c'est-à-dire où tous les sommets ont le même nombre de voisins, ici 4, et semi-symétrique, c'est-à-dire où toutes les arêtes jouent le même rôle, mais pas tous les nœuds. Le code couleur ici illustre les deux types structurels de nœuds. Vous pouvez faire pause pour tenter de trouver une manière simple de les distinguer. Une procédure possible est la suivante. Vous partez d'un nœud, ici en rouge, considérez tous ses voisins directs, ils auront entre eux un autre voisin commun qui n'est pas le nœud dont vous êtes parti. En revanche, si vous faites la même procédure en partant d'un nœud vert, ce n'est pas le cas. Les voisins directs d'un nœud vert n'ont pas entre eux d'autres voisins communs que le nœud dont on est parti. Ceci interdit donc l'existence d'automorphismes amenant un nœud rouge sur un nœud vert. En bref, tous les nœuds ne jouent pas le même rôle. En ce qui concerne les arêtes, la construction assure cependant qu'on trouve toujours un automorphisme pour faire correspondre l'une à l'autre. Chaque arête joue le même rôle. Un autre graphe régulier aux symétries étonnantes est le graphe de Frucht. C'est un graphe régulier, chaque nœud a exactement 3 voisins, mais aucun nœud ne joue le même rôle qu'un autre. C'est-à-dire que si on donne 2 représentations de ce graphe, il n'y aura qu'un seul morphisme faisant correspondre l'une à l'autre. Autrement dit, on peut attribuer un nom unique à chaque nœud, vous donner une représentation quelconque du graphe sans les noms, et il vous sera possible de déterminer, uniquement sur la base du rôle de chaque nœud dans le tout, les noms effacés sans aucune ambiguïté. Ce graphe porte le nom du mathématicien Robert Frucht, également connu pour un résultat fondamental de la théorie des graphes, qui crée un pont entre celle-ci et un autre domaine majeur des mathématiques, la théorie des groupes. On a parlé ensemble de la théorie des groupes dans une autre vidéo, à laquelle vous pourrez vous référer pour avoir plus de détails. Pour comprendre le pont établi par Robert Frucht, on va ici admettre qu'un groupe est un ensemble de transformations vérifiant un certain cahier des charges. Cette notion est fortement liée à la symétrie des objets, car les opérations qui laissent invariants les objets présentant des symétries forment toujours un groupe. Par exemple, pour ce triangle, les rotations de 60, 120, 180 degrés, les 3 symétries axiales et les diverses combinaisons de ces opérations le laissent invariant et forment un ensemble qui vérifie le cahier des charges attendu pour être qualifié de groupe. Dans le monde des graphes, on a vu des symétries internes, les automorphismes, donc là aussi rien d'étonnant à parler du groupe des automorphismes d'un graphe. Ce que le théorème de Frucht démontre, c'est le chemin inverse, que si vous considérez un groupe, donc potentiellement construit sans aucun lien avec la notion de graphe, alors il existe toujours un graphe qui accepte exactement ce groupe comme celui de ses automorphismes. En d'autres termes, les graphes sont des objets suffisamment riches pour qu'il en existe toujours un encodant l'essence de n'importe quel groupe. Si j'évoque ce résultat un peu abstrait, c'est parce qu'il établit un pont fondamental entre ces deux domaines importants des mathématiques, la théorie des graphes et la théorie des groupes. Il existe un autre domaine des mathématiques en connexion avec la théorie des graphes, c'est l'algèbre linéaire. Les transformations linéaires, comme les rotations, les dilatations, le cisaillement, sont modélisées par des matrices. Représenter un graphe via le même formalisme se fait facilement. Il suffit de numéroter les nœuds et de le décrire par une matrice qui contient 1 entre la i-ème ligne et la j-ème colonne lorsque les nœuds i et j sont connectés, 0 sinon. En dehors d'être formelle et compacte, cette représentation présente un intérêt. Vous pouvez constater qu'ici la matrice dépend d'un choix arbitraire, la numérotation qu'on a choisie sur les nœuds. Et c'est là que deviennent utiles les outils de l'autre domaine des mathématiques, de l'algèbre linéaire. Car on connaît des quantités qu'on peut calculer pour une matrice qui reste invariante lorsqu'on permute des lignes et des colonnes de la même manière. Ce qui revient, pour la matrice d'un graphe, à avoir des quantités qui ne dépendent plus du choix arbitraire de numérotation des nœuds et donnent du coup des invariants utiles. Si ces quantités sont différentes pour deux graphes, vous avez la certitude que ces graphes sont différents. Si on s'intéresse au théorème important dans la théorie des graphes, l'éléphant dans la salle est certainement sans conteste le théorème de Robertson-Seymour. Sa démonstration s'étend sur plus de 20 ans, entre 1983 et 2004, via une vingtaine de publications des mathématiciens Neil Robertson et Paul Seymour.
le tout comptabilisant plusieurs centaines de pages. Pour comprendre le théorème de Robertson-Seymour, il faut comprendre le concept de mineur d'un graphe. Intuitivement, un graphe est mineur d'un autre lorsque ce dernier le contient même dans un sens macroscopique. Par exemple ici, vous pourriez être d'avis que le graphe A contient le graphe B, mais aussi que dans un certain sens, il contient le graphe C. Pour définir rigoureusement cette notion intuitive, on autorise des séquences d'opérations unitaires, comme supprimer des nœuds ou des arêtes, mais aussi fusionner des nœuds voisins entre eux en préservant les connexions partant des nœuds fusionnés. Par une séquence de telles opérations, on peut facilement obtenir le graphe C depuis le A. En résumé, un graphe est dit mineur d'un autre lorsqu'il est contenu dans un sens très générique par celui-ci, ou plus rigoureusement lorsqu'on peut l'obtenir par une séquence de ces opérations autorisées. Le théorème s'intéresse aux propriétés dites fermées par mineur, c'est-à-dire les propriétés qui se conservent lors de telles opérations. Si on s'intéresse par exemple au graphe planaire, c'est-à-dire ayant la propriété de pouvoir être représenté sur le plan sans croisement d'arêtes, on a une telle propriété. Si vous partez d'un graphe planaire et retirez une arête, un nœud ou fusionnez des nœuds, vous aurez toujours un graphe planaire. Être un arbre, c'est-à-dire un graphe connexe, donc d'un seul tenant et sans cycle, n'est pas une propriété fermée par mineur, car retirer un nœud ou une arête peut casser la connexité. En revanche, être une forêt, c'est-à-dire un ensemble d'arbres, est bien une propriété fermée par mineur. Les opérations autorisées, si vous partez d'un graphe étant une forêt, maintiendront une forêt. Ce que dit le théorème de Robertson-Seymour, c'est que lorsque vous avez une telle propriété fermée par mineur, alors ceci est équivalent à avoir un nombre fini de mineurs interdits. Par exemple, dans le cas des graphes planaires, il n'y a que 2 mineurs interdits. Pour être planaire, il faut et il suffit de ne pas avoir comme mineur l'un de ces 2 graphes. Pour être une forêt, il n'y a qu'un seul mineur interdit. Si vous n'admettez pas comme mineur ce petit graphe, vous êtes nécessairement une forêt. Mais parfois, les choses sont relativement inattendues. Si par exemple vous vous intéressez aux graphes toroïdaux, c'est-à-dire ceux pouvant être représentés sur un tore sans croisement d'arêtes, comme le graphe de Heawood. Par application du théorème, il y a toujours un nombre fini de mineurs interdits associés à cette propriété fermée par mineur d'être toroïdal, mais on en connaît plus de 17 000. Pour être un graphe toroïdal, il faut et il suffit de ne pas admettre comme mineur l'un de ces 17 000 graphes. Les 2 mineurs interdits de la planarité étaient connus depuis le théorème de Kuratowski, qui montre précisément cela. Mais Robertson-Seymour va plus loin avec un résultat beaucoup plus général. Il montre qu'un grand nombre de propriétés ne se résume qu'à interdire un nombre fini de sous-structures. Prenez le temps d'y réfléchir, c'est une vérité mathématique plutôt fascinante. Ce résultat permet également d'établir un pont avec des questions liées à la complexité algorithmique. Pour déterminer si un graphe est mineur d'un autre, on dispose d'algorithmes rapides dits en temps polynomial. Et du coup, pour déterminer si un graphe vérifie une propriété fermée par mineur, comme être planaire, comme il suffit de vérifier qu'un certain nombre fixe de mineurs n'en font pas partie, on peut donc aussi avoir un algorithme polynomial, consistant simplement à vérifier l'absence en son sein de chacun des mineurs interdits par notre propriété. Un résultat important lorsqu'on étudie la complexité algorithmique ou des questions fondamentales liées, comme le problème P égale NP. Il y a une autre formulation du théorème de Robertson-Seymour, plus technique et de prime abord sans rapport mais pourtant équivalente. Toute séquence infinie de graphes contiendra au moins un graphe précédé par l'un de ces mineurs. Ou à l'inverse, si vous tentez de construire une séquence de graphes telle qu'aucun dans la séquence ne sera le mineur d'un autre venant plus tard, cette séquence sera nécessairement finie. Une finitude qui, dans certaines variations, prend un aspect parfaitement absurde, comme dans le cas de la fonction tri, aboutissant aux constantes les plus grandes jamais apparues dans l'histoire des mathématiques. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est à voir. J'avais initialement choisi d'inclure dans cet épisode un passage sur le problème des mariages stables et un autre sur la théorie de Ramsey, mais ils donneront plutôt chacun un épisode dédié, alors restez à l'écoute. Pour finir, je vous propose à la place un petit safari de quelques curiosités de ce domaine de la théorie des graphes. En 1884, Peter Guthrie Tait a énoncé la conjecture suivante.
Tout graphe cubique, planaire et 3 connexes admet un cycle hamiltonien. Cubique ici veut simplement dire que tous les nœuds ont exactement 3 voisins. Planaire, comme on l'a vu, veut dire que le graphe peut être représenté dans le plan sans croisement d'arêtes. Et enfin, 3 connexes veut dire qu'il faut au minimum retirer 3 sommets pour couper le graphe en 2 morceaux disjoints, ce qui est aussi le cas de mon exemple. Vous ne pourrez pas le couper en 2 en ne retirant que 2 sommets. Enfin, un cycle hamiltonien est une boucle fermée qui passe exactement une fois par tous les sommets, comme celle représentée ici. Et donc cet exemple vérifie la conjecture. Cette conjecture est intéressante car elle impliquerait le théorème des 4 couleurs, un résultat particulièrement coriace non démontré à l'époque, établissant que 4 couleurs suffisent toujours à colorier les zones d'une carte, ou de manière équivalente les nœuds du graphe de voisins, sans avoir 2 voisins de la même couleur. Tête à trouver un argument astucieux reliant coloriage des frontières au coloriage des zones, et démontrer sa conjecture reviendrait à démontrer le théorème des 4 couleurs. Malheureusement, en 1946, le mathématicien William Thomas Tooth démontre que cette conjecture est fausse en exhibant un graphe qui vérifie les conditions nécessaires, mais ne possède pas de cycle hamiltonien. Cubique, planaire, 3 connexes, mais vous ne trouverez aucune boucle passant exactement une fois par tous les sommets. Un autre résultat qui nous parle de couleurs est le nombre chromatique du plan. On considère le plan infini et on se demande combien il faut utiliser de couleurs au minimum pour garantir que 2 points distants de l'unité ne seront pas de la même couleur. En prenant des zones hexagonales plus petites que l'unité, comme ici, 7 couleurs suffisent à garantir cette propriété. La question touche à la théorie des graphes car elle peut voir le plan comme un graphe infini dont les nœuds sont les points du plan et sont reliés par une arête lorsqu'ils sont distants de l'unité. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est le nombre de couleurs minimales de ce graphe pour ne pas avoir 2 voisins de la même couleur. Prouver qu'il en faut davantage que 2 est trivial. Vous considérez ce sous-graphe du graphe infini, il a 3 sommets. Si on ne dispose que de 2 couleurs, 2 seront de la même couleur et par construction distants de l'unité. Prouver que 3 couleurs ne suffisent pas se fait de la même manière avec un sous-graphe légèrement plus complexe. Pour 4 couleurs, c'est le même principe, mais le premier graphe découvert démontrant que ça ne suffit pas est un véritable monstre à 1581 sommets trouvé par Aubrey de Grey en 2018. Ainsi, la question du nombre chromatique du plan, aussi connu sous le nom de problème de Hadwiger-Nelson, est à ce jour un problème irrésolu, mais dont la réponse est 5, 6 ou 7. Pour finir nos curiosités, je vous propose une touche plus légère à base d'allumettes. L'objectif est de construire sur une table des graphes réguliers, c'est-à-dire où tous les sommets ont le même nombre de voisins. Ici, un exemple de graphe 2 régulier. Chaque extrémité d'allumette en touche exactement 2 autres. Sauriez-vous construire un graphe 3 régulier avec nos allumettes? Donc où tous les sommets sont rejoints par exactement 3 extrémités d'allumettes. Je vous laisse faire pause pour le chercher. En voici un. Et pour un graphe 4 régulier, toujours avec nos allumettes, une telle construction a été découverte en 1986 par Heiko Harbors. Elle nécessite pas moins de 104 allumettes, déterminant 52 sommets. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ces concepts et curiosités du domaine vous auront fasciné autant que moi. S'il vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, mais surtout, selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.